les valeurs qu'il transmet, sont aussi les siennes. Apparemment, il commence à sortir même du cadre de la Fédération européenne et même du cadre des arts martiaux, puisque d'autres le lisent. Lorsqu'en 98, Imi est décédé, je me suis dit, mais c'est dommage, les gens ne pourront plus le connaître maintenant. Je lui ai présenté beaucoup de monde, et voilà, c'est fini, on ne pourra pas le connaître. Et l'esprit d'Imi, il est important qu'il perdure. Et cette idée, justement, de parler de lui au travers d'un livre, c'est toi qui l'as eu? Non, alors j'ai un ancien élève et ami, Philippe Abitbol, qui est venu avec un texte très bien fait, avec de très bonnes idées, une chronologie historique. Il m'a proposé, il savait que j'aime bien écrire, donc il m'a dit, est-ce que ça te plairait, autour de ces éléments que je t'apporte, de faire un bouquin. Au départ, je l'ai pris comme une corvée, je me suis dit, zut, il va falloir que je m'y mette, parce que c'est le devoir que j'ai, c'est mon rôle. Et en fait, quand je m'y suis mis, j'ai apprécié chaque instant de cette écriture. J'ai pas connu une seconde de page blanche. Un jour, j'avais 10 minutes à y consacrer, le lendemain, j'avais 20 minutes. Tu as mis combien de temps à peu près pour écrire un ce an. livre? Ah oui, un an. Un an, mais pas en dilettante, mais vraiment quand j'avais quelques minutes à chaque fois. D'accord. Donc, ça a été un plaisir, c'est venu naturellement. Ouais. Mais là, on parle de tes hobbies, justement, tu me parles de l'écriture. Mais c'est pas le seul hobby que tu as. Oui, que tu étais. Tout le monde sait que tu étais fan d'équitation. Absolument. Ouais, d'accord. Tu as des. Alors, j'allais dire des bourrins, mais ça se dit pas. Tu peux dire ce que tu veux, ils s'en fichent. Donc tu as quelques. J'ai 2 chevaux. On avait 3 chevaux avec Anne. On a le petit Nino qui était un hispano-arabe. Et là, il reste mes 2 chevaux. C'est un pur sang arabe et un cheval de pure race espagnole qui sont des chevaux super. Fédération européenne de Krav Maga. Aujourd'hui, on est à plus de 20 000 licenciés. C'est ça. C'est juste impressionnant. Comment tu expliques cet engouement, cette réussite? Eh ben, moi, j'explique qu'il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons pour la réussite de la Fédération européenne. Tout d'abord, des anciens profs de ma génération. Donc nous, on est de la 2e génération. Certains ont peut-être pensé qu'ils étaient l'égal d'Imi. Ils ont commencé à innover, à créer, à changer. Ils ont parfois ils ont parfois enseveli des trésors de principes. J'ai eu la chance de savoir, j'ai bien compris que j'avais pas le génie d'Imi, et donc moi j'ai collé à ces principes toute ma vie. En plus de ça, en arrivant en Europe et en voyant ce qui se passe ici, et en profitant donc de ces acquis dont j'ai parlé, d'autres sports de contact, du coup on avait déjà, techniquement, on avait déjà beaucoup de choses pour nous, beaucoup d'atouts. Ensuite de ça, c'est pareil, moi j'ai cru sincèrement quand j'ai commencé, en 87, j'ai pas pensé à faire une fédération. J'ai eu mon petit club, j'avais 2 élèves au départ. Je voulais, moi, j'ai eu mes 2 élèves. Ensuite, au bout de 2-3 ans, je devais avoir 25 élèves. Et j'avais mon métier dans la sécurité. Je donnais 2 cours par semaine ou 3 cours au bout d'un moment. Et je pensais qu'on resterait comme ça. Au bout de 3-4 ans, j'ai vu les premiers plagiaires arriver. C'est-à-dire des gens qui prétendaient faire du Krav et qui n'en faisaient pas. Donc ça a commencé à me titiller. Ouais. Je pouvais pas laisser faire ça. Donc j'ai commencé à organiser, et puis ça commence à avoir du succès. Il y a eu l'émission de la rue, il y a eu le GIGN avant, etc. J'ai pu diffuser le fait que je donnais des cours au GIGN, ils m'ont donné l'autorisation. Donc du coup, ça fait grandir notre groupe, ça fait aussi arriver des faussaires. De fil en aiguille, je me suis dit, il va falloir que nous nous organisions. On va être un petit bastion, les Gaulois, au milieu d'un champ de Romains qui nous entoure. Eux, ils vont être nombreux parce qu'ils étaient très agressifs sur la communication. Et moi, je suis pas bon dans la communication. Donc du coup, forcément, c'est eux qui vont prendre le pas dessus, et sur nos élèves. Et finalement, c'est le contraire qui s'est passé. Et donc moi, je l'explique maintenant. C'est pas que ce qui devait arriver n'est pas arrivé. On est les plus nombreux sur cette planète. En Israël, n'en parlons pas. Il n'y a pas un groupe qui a plus de 300 personnes. Aux États-Unis, ils doivent avoir peut-être 10 000 personnes. La plus grande fédération de Darren Levine sont 12 000 au Brésil. Et nous, on est plus de 20 000. Et dans aucun endroit sur Terre, il y a autant de licenciés.
Ça veut dire que la com, c'est très important, et de plus en plus, mais c'est pas tout. Moi, je pense que plutôt que de faire des coups sur le court terme, il faut toujours penser au long terme. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai fait. Vision. Voilà. Je ne l'ai pas fait au départ, c'était pas une démarche intelligente, en me disant c'est comme ça qu'on va y arriver. Je voulais juste, moi, que nos ceintures noires, ce soient des vraies ceintures noires. Voilà. Donc, j'ai vu sur le long terme pour que les quelques-uns qui sortiraient de chez nous soient des gens bien formés. C'est ça, finalement. C'est une pierre après l'autre. Ouais, c'est un travail d'artisan. L'essentiel, c'est qu'est-ce que tu fais, toi, de ce qu'on t'a donné. Moi, on m'a donné des trésors. Ouais. Ces trésors-là, je les ai redistribués et je reçois aujourd'hui au centuple ce que moi j'ai donné. Mais comme le Krav évolue, il est possible que de nouvelles techniques, on a parlé d'un programme SOL qui se mettait en place, et tu penses que au sein de notre fédération, on pourra peut-être voir dans le futur un 6e Darga? Bien sûr. Il y aura, dans le futur, il y aura, dans les 10, 15, 20 ans, il y aura des 6e, des 7e Darga, bien sûr. Ah oui, d'accord. Bien sûr. Okay. C'est le système. On va quand même, sans doute, pour les 6e Darga, même s'ils auront fait le tour du programme, on va leur demander des choses quand même techniques. Des choses en plus. Voilà. D'accord. Tout à l'heure, je t'ai dit que, lorsque je suis venu en France, j'ai pratiqué des sports de combat, de contact, de compétition, en pied-point. Voilà. En jiu-jitsu, je n'ai pas fait de compétition. Nous, on a intégré ça, c'est-à-dire que le Krav Maga de la Fédération européenne, il est imprégné de ça. Le poids du corps, etc., qu'on ne voit pas dans d'autres disciplines, dans d'autres Krav Maga. Par exemple, poids du corps, certaines formes de déplacement, façon de donner les coups de pied, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas ailleurs. Et nous, on ne va pas rejeter quelque chose sous prétexte qui ne fait pas partie du seul Krav Maga, à partir du moment où il rentre dans nos principes et qui nous rend plus performants. Et là, le seul qui a été intégré, donc on a donc Franck qui a pensé à nous emmener pas mal d'ingrédients de ce qu'il a cueilli ailleurs, notamment aux États-Unis. Ouais. Mais on a aussi d'autres. On a Sébastien Vicentini, on a Alexandre Roscoe, on a Jimmy Huvet, qui sont des pointures dans le sol, qui ont leur mot à dire et qui peuvent aussi apporter leur réflexion très pertinente sur. C'est un ensemble, un petit fait avancer. Un ensemble. Mais il faut bien savoir que si par exemple, moi ce que je voudrais qu'on évite, c'est ce que j'ai vu au début de l'avènement du sol. Le sol, ça a été une richesse extraordinaire, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens, dès qu'ils commençaient le combat debout, tu les voyais en train d'essayer de s'amener au sol. Pourquoi faire ? Quelle utilité d'absolument aller au sol ? Donc ça, alors qu'aujourd'hui, en MMA, il y en a beaucoup qui cherchent à apprendre à se lever le plus vite possible. C'est vrai. Aujourd'hui, on sait très bien se défendre contre une Kimura ou un Jujigatame. Il y a très peu de gens qui arrivent à les passer maintenant dans les combats. Dans les combats de MMA. Voilà. Donc eux aussi, ils ont évolué forcément. Et nous, on n'a pas de règles, on doit évoluer vraiment en fonction de ce qui peut nous arriver dans la rue. On ne va pas tomber sur le sol alors qu'on va pouvoir s'ouvrir le crâne sur un sol dur comme du béton. Et en plus de ça, je vais moi passer 3 minutes à essayer de passer un Jujigatame, pendant que tu vas me crever l'œil. Ou je vais essayer de chercher un étranglement, une clé, pendant que l'autre va me mordre au bras ou dans des endroits beaucoup plus sensibles. Donc, ça, il faut vraiment faire la part des choses, parce qu'il y a des gens qui vont se dire maintenant on va faire du sol, et puis là on va faire ça, puis là et puis ça va dériver sur ça, puis là tu sors la hanche. Non, il faut dire, mais pendant que je sors cette hanche, est-ce que l'autre va pas me mordre à la carotide ? On a très peu, on a 10% de sol qui nous intéresse. Tout le reste du sol pourrait nous gêner, mais dans ces 10% là, il faut être bon. Il faut être bon. Voilà, il faut que le sol nous soit familier. Il faut que la langouste, ça soit pour nous facile. Il faut que sortir une hanche pour frapper, comme on l'a vu récemment, il faut que ça soit facile à faire. En matière de self-défense, on ne trouvera jamais mieux que le Krav Maga, et on trouvera, et je le dis sans aucune modestie, on ne le trouvera jamais mieux qu'à la Fédération européenne de Krav Maga. C'est pas possible. Je suis tellement convaincu que je suis prêt à parier n'importe quoi. Les chevaux même. Les chevaux, on va prendre le pari. Moi j'ai une question justement par rapport à ça, parce que aujourd'hui tu encourages un pratiquant qui commence le Krav Maga à faire aussi
une autre discipline de pied-point pour justement étoffer son bagage. Moi, je dis que celui qui veut se mesurer en compétition, c'est pas mal qu'il fasse parce qu'il va apprendre dans les règles. D'accord. C'est-à-dire que... mais par contre, si quelqu'un veut devenir bon en Krav Maga, en plus avec l'apport de sol qu'on intègre là, le pied-point qu'on a, il peut parfaitement devenir excellent et il peut arriver au meilleur de son niveau simplement dans la pratique de ce que nous avons. Notre programme, il est suffisamment bon et plein pour ça, plutôt que rajouter c'est inutile. Et en plus, on va prendre... Moi, quand j'ai fait des box pied-point, j'avais pris des habitudes qu'il m'a fallu enlever. Par exemple, et j'avais perdu des habitudes. Prendre un coup de pied dans les parties génitales, j'en prenais un toutes les 10 secondes, si on m'en donnait. Ouais. Donc, il a fallu que je revienne en arrière. Ensuite, donner un coup de poing sans les gants de boxe, c'est pas pareil. Ouais. Se protéger sans les gants de boxe qui vont jusque-là, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Il y avait un gars qui s'appelle Koscheck, qui était un très bon combattant de MMA, mais c'était un bad boy, le gars. Il était vraiment bien à voir, hein. C'était très beau ce qu'il faisait, hein. Et il était très efficace. Mais quand il était un peu en difficulté, qu'est-ce qu'il faisait? Le gars, il était en difficulté, donc les deux étaient d'un niveau mondial, et à un moment donné, le gars, il avance, c'est comme ça, hop, pendant 2 minutes, le gars était... Et il faisait quelque chose de tout simple et très facile à faire, et qui ne nécessitait pas le niveau qu'il avait. Il avait compris. Il dit, je vais faire. Ce qui veut dire que c'est pas la peine de faire tout ce travail, très exigeant, d'enchaînement tellement subtil et tout ça, quand on peut être arrêté simplement avec un doigt dans les yeux. Voilà, là, tout est dit. Tout à l'heure, au début de l'interview, tu m'as parlé de la première école où tu as enseigné, qui était Trévise. Non, c'était pas Trévise, c'était au centre communautaire de Paris, 19 boulevard Poissonnière. J'ai l'adresse et tout. C'était en novembre 87, donc ça fait 30 ans. Et tu as aussi, à côté de ça, démarré sur une autre école, la fameuse école de Créteil. Oui, quelques mois plus tard. Je pense que... donc ça s'est fait vraiment très rapidement. J'ai commencé en novembre 87, boulevard Poissonnière, à Paris, mais à côté de Trévise. Et puis quelques mois plus tard, j'ai dû enchaîner sur Créteil. D'accord. Donc cette école, est-ce qu'elle a une importance toute particulière pour toi? En fait, c'est mes deux clubs. Oui. Et maintenant ex-club pour Créteil, puisque c'est le club de Jérôme et Véronique. Est-ce que tu as justement une petite anecdote à nous raconter sur cette école de Créteil? Alors, c'est vrai qu'on les nommait école, c'est-à-dire qu'avant, il n'y avait qu'une école de Krav Maga où c'était la nôtre. Donc du coup, chacun ouvrait son école, puisqu'on faisait partie de... Aujourd'hui, il y a plusieurs écoles de Krav Maga, dont la FEKM. Donc en fait, la FEKM, c'est une école. D'accord. Et maintenant, Créteil, Trévise, les autres clubs à Paris, les autres clubs en France, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, c'est des clubs. Et en Europe. Et en Europe, bien sûr. On n'oublie pas l'Europe. Très important. Très important. Et très important, et on a des super bons éléments partout. Enfin. On va y venir. Alors voilà. Donc nous sommes une école. La Fédération européenne, c'est une école, et c'est les clubs. Pour une anecdote pour Créteil, pas vraiment d'anecdote, c'est que simplement, je me rappelle que tous ceux-là qui continuent jusqu'à aujourd'hui, comme justement Véronique, Jérôme, Benjamin Sarfati, Michael, qui est venu quelques temps après. Il est venu il y a 23, 24 ans, 24 ou 25 ans. Mais il fait partie des très anciens quand même. Tout ceux-là, moi je les ai connus. Pour moi, j'avais l'impression d'avoir des ados en face de moi. Ouais. Donc, et aujourd'hui, c'est des poids lourds de la Fédé. Ouais. Donc, de par leur expérience, leur ancienneté. Voilà, leur ancienneté, et puis leur connaissance du Krav Maga. Et puis aussi leur côté positif et leur bienveillance. Et ça fait partie de la transmission d'IMI. Et si ceux-là sont restés avec nous, c'est pas par hasard. Donc c'est pas une anecdote, c'est plutôt une espèce de suivi comme ça, une impression qui moi m'apporte beaucoup de plaisir.
avant qu'on en termine, stage d'hiver, ça arrive très vite. Est-ce qu'on peut s'attendre à des petites nouveautés? Comment ça va se passer? Non, en fait, le stage d'hiver, il est fait pour que les gens en profitent. C'est-à-dire que les gens qui vont venir, comme tous les ans, ils auront chacun leur groupe de niveau, jaune, orange, vert, bleu, marron, noir, plus les grades qui vont derrière. D'accord. Moi, j'ai opté pour ne plus prendre un groupe en particulier parce que je veux voir chaque groupe. Pour moi, c'est un peu moins intéressant que de prendre un groupe du début à la fin. D'accord. Et donc, le plaisir est un peu moins grand, même s'il reste là. Par contre, voilà, je vais Tu vas naviguer. Ouais, je vais naviguer comme je fais. Voilà, et puis c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de plaisir à ce que les gens se rencontrent. Les différents élèves vont se rencontrer les uns et les autres. Les profs vont se revoir. Et il va y avoir des amitiés qui vont se créer. Et surtout que c'est un grand événement, puisque là, on touche, et on en parlait tout à l'heure, toute l'Europe. Ouais. Voire même au-delà, puisque j'ai cru comprendre que des Québécois allaient peut-être venir. Oui, ça arrive. Donc, on a même, dans le passé, on a déjà eu des gens qui venaient du Mexique. Oui. Donc là, on touche vraiment un ensemble de personnes. Ça doit te ravir. Ça fait partie des choses que je reçois en retour au centuple. Oui. Voilà. Pour la vie de la fédération européenne, le stage d'hiver est très important. Ça fait partie de ces rencontres importantes, stage d'hiver, les examens, les séminaires enseignants européens, responsables et responsables européens et français. Tout ça, ça soude le groupe. Et toujours sur cette partie européenne, où d'autres pays émergent. Bon, on sait que le Portugal, c'est un carton plein, à la base ça se développe à vitesse grand V. En Belgique, c'est pas mal aussi. Ça commence en Belgique. Ouais. Ils ont pris de l'expérience, ils ont appris, comme en Espagne d'ailleurs. D'accord. Il y a eu peut-être un démarrage un petit peu timide. Et aujourd'hui... Est-ce que tu penses qu'il y a justement d'autres pays dont on pourrait très prochainement, dans les années à venir, parler? On voit que des pays sont restés assez discrets pendant quelques années, pendant même assez longtemps, et tout à coup ils éclosent. Donc tout est possible. Moi je mise sur personne en particulier parce que pour moi un pays qui a 200-300 élèves, je sais pas, en Pologne ils ont peut-être 400 ou 500 élèves, ils sont pas nombreux. Et il est aussi important qu'un autre parce qu'il y a des gens là-bas chez nous qui nous représentent. Mais à un moment donné, il y a toujours une bonne surprise. Si par exemple dans un cours, on se dit tiens, je vais miser sur celui-là. D'ailleurs, j'en profite pour passer un message. Mais vas-y, je t'en prie. Je passe un message donc aux nouveaux profs, parce que les anciens au départ qui m'ont pas écouté, ils ont compris ensuite. Si on mise sur quelqu'un, on se dit celui-là il est bon, il est doué, tout ça, je vais lui payer le séminaire enseignant, je vais lui payer le stage d'hiver, je vais lui payer sa formation DIF, etc. Et finalement, après, au bout d'un moment, il se rétracte, l'autre il va faire autre chose, il va jouer au tennis, il faut pas miser sur quelqu'un, il faut voir avec plaisir son élève pratiquer dans son club, mais c'est peut-être pas lui qui va émerger, c'est peut-être quelqu'un que l'on ne va pas attendre. Et lui, cette personne-là, il va falloir qu'elle se paye le stage d'hiver, qu'elle se paye ce qu'il faut pour sa formation, parce que c'est un effort qu'elle doit fournir, et c'est important, ça fait partie de la formation et l'épanouissement de cette personne. Et en plus de ça, nous, on ne doit pas vouloir s'accaparer les gens. Si on leur paye, on les achète. On n'a pas le droit de les acheter. Il faut qu'ils soient libres, eux, de décider s'ils veulent se former et enseigner dans notre cours ou enseigner même ailleurs. C'est très important, ça fait partie de l'esprit IMI. Et l'esprit d'IMI, il est bon pas parce que c'est IMI, c'est parce que c'est un esprit bienveillant, c'est tout. Et si on pense à soi et qu'on pense business, c'est pas forcément négatif. En revanche, il faut faire attention à ce que ce ne soit pas perverti par des pensées qui seraient, elles, pas très bienveillantes. Voilà, le message est passé. Je pense que c'était un message très important. Écoute Richard, je vais encore une fois te remercier. Je sais que j'ai dit 10 fois depuis ce matin, mais vraiment c'était un super rendez-vous. Moi je suis ravi de t'avoir accueilli ce matin.
Et puis j'ai envie de te dire, j'aurai le plaisir de te revoir au stage d'hiver, pas en tant que pratiquant malheureusement, mais ça sera un vrai plaisir de te revoir là-bas et puis de vous voir également. Donc encore une fois, merci. Et puis peut-être à bientôt. À bientôt, avec plaisir. Allez, au revoir Avec Richard. plaisir. Voilà, on clôture l'année sur ce dernier numéro. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à me laisser un petit pouce vert, ce qui fait toujours plaisir. Quant à nous, nous nous reverrons lors du stage d'hiver. D'ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Jérôme avait un petit message à te faire passer. Alors il m'a dit que je ne serais pas capable de te l'énoncer, donc je vais le faire. Mais c'est pas moi, ça vient pas de moi, ça vient de lui. Il m'a dit, quelle est la meilleure recette pour manger du cheval à Noël? Ah, très bon, mais moi j'adore le cheval. Ah oui, Ah ouais, même dans ton assiette. bien sûr. Moi, pendant des années, il y avait une boucherie chevaline. Toutes les semaines, au moins, je me tapais un bon steak de cheval. Et Ok. après, quand on est marié à quelqu'un qui déjà aime pas trop qu'on mange de la viande et qu'en plus de ça a eu un cheval, bah, c'est un peu plus difficile. Ouais, c'est un peu plus compliqué. Et Ouais. puis ici, il y a de moins en moins de boucheries chevalines, ce que Ouais. je déplore. Faudra le dire au maire du coup.